Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre de René Barjavel, ça s'appelle Les chemins de Katmandou et je vais t'expliquer en quoi ce roman est très intéressant parce que j'ai eu envie de vous le présenter et vous me connaissez, si je vous le présente, c'est qu'il me paraît intéressant. Alors la vidéo va se découper en trois parties. Première partie rapide où je vais vous expliquer un petit peu de quoi parle le roman, c'est-à-dire l'histoire en fait qu'il y a dans le roman. Une seconde partie qui va durer à peu près 2 minutes où je vais faire une citation du livre, en fait une citation qui me paraît la citation la plus emblématique en fait de ce dont parle le livre. Et puis une troisième partie où je te dirai de quoi parle le livre en fait, de quoi traite le livre et quelles questions en fait m'a posé ce livre et vers quelle réflexion en fait essaye de nous amener ce livre de René Barjavel. Donc on est parti pour l'histoire. Alors l'histoire. Dans ce livre de René Barjavel, en fait, on est à la fin des années 60 environ, vous savez, cette période d'ébullition en France, en Occident plus largement, parce qu'il y en a qui viennent, vous le verrez dans le livre, d'autres pays. Mais en tout cas, en Occident, c'est une période un petit peu bouillonnante où il y a une jeunesse qui se sent corsetée et qui a envie, en réalité, de liberté, d'abattre le capitalisme, d'une autre vie en fait que celle que leurs pères leur ont proposée. Donc voilà, vous avez le mouvement hippie et les mouvements anarchistes aussi qui se développent d'une manière assez importante à ce moment-là. Et donc du coup, on va suivre plusieurs destins de jeunes hommes et de jeunes femmes en fait qui sont pris dans ces mouvements-là et qui en réalité, pour aller vers leurs utopies, vont d'abord se rebeller en Occident et en voyant que finalement en Occident, les rébellions ne mènent pas à grand-chose en ce sens que, quand les ouvriers se rebellent, il suffit que le patronat ou que le gouvernement lâche un petit peu d'argent, la révolution est éteinte et tout s'arrête. Et donc, les rêves de ces jeunes qui ont envie de renverser la table et de changer la société, partent en fumée. Donc, du coup, ils décident de partir vers Katmandou. Katmandou, c'est au Népal et en fait, c'est une ville qui est profondément spirituelle parce qu'il y a partout des statues de dieux et que c'est une ville en fait où voilà, il y a beaucoup de spiritualité et beaucoup de gens qui croient en Dieu, beaucoup de croyants là-bas. Et donc du coup, ces jeunes occidentaux partent vers Katmandou pour aller à la recherche d'une autre manière de vivre, d'une spiritualité plus importante et pour aller vers une autre vie peut-être que celle qu'ils cherchent à détruire ou à quitter, en tout cas en Occident. La vie rationaliste, la vie rationnelle, la vie capitaliste, la vie faite de devoirs, la vie un petit peu corsetée par l'autorité de l'État, toutes ces choses-là. Et donc, on va suivre le destin de plusieurs personnes, je l'ai dit. Donc, il y en a qui vont aller sur les chemins de Katmandou et dont finalement l'utopie va mourir assez vite parce que, ils vont se rendre compte que quand on est dans des pays comme Katmandou, comme le Népal, c'est pas comme en France, pas comme en Occident. Les gens ne sont pas pacifiés, il n'y a pas de police de partout. Et donc, il y a des jeunes gens qui se font clairement tuer, une jeune femme qui se fait violer avant d'être tuée. Donc là, l'utopie tombe assez vite, c'est dans les premiers chapitres que Barjavel nous raconte ça. Donc, encore une fois, il y a différentes sociologies parmi ces gens qui vont à Katmandou. Il y a des enfants de gens très riches, il y a des enfants de prolétaires, il y a des enfants... Voilà, il y a vraiment toute une jeunesse occidentale qui est finalement sociologiquement assez disparate. Et donc, il y en a, je l'ai dit, qui meurent sur les chemins, sur la route de Katmandou. Ils n'arrivent même pas à Katmandou. Et puis, il y en a qui partent et puis qui rejoignent là-bas le mouvement hippie. Il y a des gens qui pensent que les hippies sont les nouveaux cools avec une spiritualité importante, qui vont finalement trouver une autre manière de vivre, etc. Et donc, nous, on va suivre dans le roman plus particulièrement, en fait, la vie de Olivier et de Jane. Jane, en fait, c'est une Anglaise qui recherche beaucoup de spiritualité et qui finalement va aller à Katmandou à la recherche de cette spiritualité. Et on va vite se rendre compte que finalement, elle va trouver que des illusions. Et quand elle va aller vers ces illusions, les illusions vont être d'autant plus importantes qu'elle se drogue beaucoup avec son groupe de hippies. Ils se droguent beaucoup parce que, finalement, pour eux, c'est le moyen d'aller vers la spiritualité qu'ils recherchent parce qu'en réalité, à Katmandou et au Népal, ce qu'on voit beaucoup, c'est beaucoup de pauvreté. C'est-à-dire que, voilà, il y a
y a effectivement beaucoup de spiritualité et beaucoup de Dieu, mais en réalité, ce que ne comprennent pas ces jeunes-là, c'est que Katmandou, c'est une utopie, mais cette utopie n'existe que dans leur tête, parce qu'en réalité, à Katmandou, ce qu'il y a surtout, c'est la misère, la pauvreté, la corruption, et quelques individus, effectivement, qui sont à la recherche de Dieu. Donc on va suivre Jane et puis on va suivre Olivier. Olivier a une histoire un petit peu particulière, c'est quelqu'un qui a participé à des émeutes anticapitalistes en France. Finalement, je l'ai dit, ces émeutes vont se calmer parce que le patronat va lâcher un petit peu de rab, un petit peu d'argent, et puis finalement tout va se calmer. Du coup, il est très déçu. Et puis, c'est quelqu'un qui vit chez sa grand-mère, une grand-mère qui vit chichement, mais qui s'occupe bien de lui. Et il a une mère qui est plutôt riche et qui vit dans un monde d'apparence qui est modèle et qu'il va aller rencontrer et dont il va aller finalement rencontrer le monde. Et quand il va voir en fait où vit sa mère et dans quel milieu vit sa mère, eh bien il va y avoir beaucoup d'étincelles parce que finalement Olivier est quelqu'un d'authentique et quelqu'un qui a, sans le savoir et sans l'appeler comme ça, finalement des valeurs. Et ce qu'il va voir en fait du milieu où vit sa mère va véritablement le choquer. Et finalement, vous allez voir, il y a une histoire dramatique. Je vous raconte pas tout. Ça n'empêche pas la compréhension en fait de ce dont on parle dans ce livre. Mais voilà, il se passe quelque chose de dramatique à ce moment-là qui pousse finalement Olivier à fuir. Il est obligé de fuir. Et donc du coup, il va aller rejoindre lui son père qui ne l'a pas élevé et qui l'a abandonné très jeune, et il va aller le retrouver parce qu'il est à Katmandou. Et à Katmandou, son père, eh bien, c'est un chasseur de tigres, et apparemment, il a regardé sur des magazines, et puis il a retrouvé son père, puis il a vu que finalement, il vivait bien, il vivait d'une manière assez riche à Katmandou, et il se dit que comme son père a jamais participé à son éducation, eh bien, il va aller le voir. Et puis, d'une manière extrêmement cynique, il va aller lui réclamer un maximum d'argent. Et avec tout cet argent, eh bien, Olivier essaiera de changer le monde parce qu'il n'y est pas arrivé en réalité en faisant des manifestations. Donc voilà, il part et puis finalement, bien, on va avancer rapidement dans l'histoire. Mais Jane et Olivier vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux. Et là, on va avoir deux jeunes qui vont être confrontés à des désillusions extrêmement différentes. Jane, elle, eh bien, va s'enfoncer dans l'alcool, va s'enfoncer en fait dans un monde qui n'existe pas, dans une utopie illusoire qui n'existe pas. Elle va se droguer de plus en plus, avoir besoin de beaucoup de drogue. Elle va finir par manquer d'argent, elle va manger très peu avec son ami Sveg. Ils vont passer du statut de hippie au statut de junkie, et finalement ils vont laisser eh bien dépérir leur corps et leur âme. Et Sveg va en mourir et Jane en serait morte si finalement, ou se serait prostituée parce qu'elle en était là, si jamais Olivier n'était pas intervenu. Alors avant qu'Olivier n'intervienne dans la vie de Jane, Olivier est parti voir son père. Et finalement, eh bien son père, il s'avère que c'est pas la personne qu'il croyait, le personnage qu'il s'était imaginé. Son père, en réalité, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui travaille pour quelqu'un qui a de l'argent. Et finalement, son père n'est pas le salaud argenté qu'il s'imaginait. Finalement, son père est juste un grand adolescent qui n'a jamais grandi et qui finalement est quelqu'un de bien, malgré le fait que, eh bien, ce ne soit pas quelqu'un qui assume beaucoup ses responsabilités. Donc finalement, il va abandonner le plan d'escroquer l'argent de son père ou de récupérer l'argent que son père n'a jamais donné pour son éducation. Et puis finalement, il va se souvenir de Jane qu'il avait rencontrée avant, et finalement il va aller à sa rencontre parce qu'il se rend compte qu'en réalité il est très très amoureux d'elle. Et puis il va avoir de multiples difficultés, il va manquer d'argent, il va devoir faire des choses pour vendre des statuettes, voler des statuettes. Vous allez voir, il y a toute une histoire très aventurière. Et en fait, Olivier va retrouver Jane dans un piteux état et il va essayer en fait de la remettre en santé. Vous allez voir, au moment où il arrive, en fait, elle est presque morte et il va essayer de la remettre en santé. Finalement, il va avoir besoin d'argent, Olivier, pour la sauver parce que, eh bien, sans argent, il ne peut pas l'emmener dans une clinique parce que, eh bien, on n'est pas en Occident, il n'y a pas de services sociaux, il n'y a pas de mutuelle santé, il n'y a pas de choses comme ça, donc eh bien, il faut de l'argent. Et donc, il va devoir faire des choses, je l'ai dit, pour avoir cet argent et donc côtoyer des gens un petit peu bizarres.
Et en l'occurrence, il va côtoyer une personne à qui il vend des statuettes, parce qu'il y a des statuettes qui représentent Dieu partout à Katmandou. Et donc du coup, Olivier va rencontrer quelqu'un qui fait du trafic avec ces statuettes. Et donc pour avoir de l'argent et pour sauver Jane, eh bien Olivier va voler des statuettes et puis il va les revendre à cette personne. N'ayant au départ ni argent ni endroit où installer Jane pour que, eh bien, elle n'aille pas se droguer, pour qu'elle ne continue pas en fait à dépérir, eh bien il l'installe dans l'appartement de cette personne à qui il vend les statuettes. Et finalement, en fait, Olivier fait confiance à cette personne alors que finalement, ce reseller de statuettes volées va violer Jane alors qu'elle est, voilà, elle est en manque. Il lui fait une piqûre avec un produit pour que, voilà, elle soit anesthésiée. Finalement, il va la violer. Quand Jane va se rendre compte de ce qu'il s'est passé, elle va se jeter par la fenêtre et finalement, elle va peut-être mourir. Je vous laisse lire le roman, vous verrez. Et du coup, Olivier, eh bien, voilà, Jane, c'était sa raison de vivre, en fait. Il avait subi tellement de désillusions à beaucoup de niveaux. Et là, même son amour, en fait, n'a pas réussi à sauver Jane, n'a pas réussi, en tout cas, à la sauver à temps, même si peut-être qu'elle va survivre, peut-être pas. Je vous laisse lire le roman pour le savoir. Mais en tout cas, dans ce livre, l'histoire termine au moment où finalement Olivier a perdu toutes ses illusions. Jane, je vais vous le dire quand même, Jane va mourir, mais son amour, en fait, l'amour qu'Olivier porte à Jane ne va pas mourir, et du coup va lui servir, eh bien, comment dire, à continuer sa vie après. Donc voilà en fait l'histoire dans les grandes lignes hein, des chemins de Katmandou. Alors on va voir aussi d'autres personnages. Il y a une fille d'un riche industriel qui finalement elle est plutôt du côté communiste de la force, qui va vouloir partir en Chine. Et puis finalement quand elle va arriver à la frontière chinoise, eh bien l'armée chinoise va lui tirer dessus et puis la tuer tout simplement parce que on ne rentre pas en Chine communiste comme ça et que eh bien les fils les fils ou les filles de riches industriels sont un peu dans une utopie. On la voit là dans le livre, elle crie camarade et puis finalement on lui tire dessus, elle meurt. Donc en gros c'est une histoire qui nous montre finalement c'est une histoire qui est intéressante je pense pour tous les gauchistes actuels, pour leur montrer à quel point leurs utopies leur paraissent belles mais à quel point elles sont ridicules et tellement pas en phase avec la réalité du monde dans lequel on vit. Mais ça, ce sera pour la phase d'analyse. On va d'abord écouter en fait un passage du livre que je vous ai lu et qui me paraît très emblématique de ce dont parle le livre. On est parti. À Katmandou, on faisait ce qu'on voulait. C'était vrai. Personne ne s'occupait de personne. C'était vrai. Nos frères les oiseaux ne se dérangeaient même pas quand on leur marchait sur la queue, parce que depuis 10 000 ans, personne n'avait tué un oiseau. C'était vrai. Dieu était présent partout, sous 10 000 visages. C'était vrai. C'était vrai pour les hommes et les femmes et les petits-enfants nés dans le pays. Ce n'était pas vrai pour les enfants de l'Occident à longs cheveux et à longue barbe. Ils étaient, eux, les enfants de la raison. Elle les avait séparés à tout jamais de la simple compréhension des évidences inanimées, vivantes, divines, qui sont les mêmes et par qui tout est clair, depuis le brin d'herbe jusqu'aux infinis. À leur naissance, le bandeau de la raison s'était posé sur leurs yeux avant même qu'ils fussent ouverts. Ils ne savaient plus voir ce qui était visible. Ils ne savaient plus lire le nuage, plus entendre l'arbre, et ne parlaient que le langage raide des hommes enfermés entre eux dans les murs de l'explication et de la preuve. Ils n'avaient plus le choix qu'entre la négation de ce qui ne peut se prouver ou une foi absurde et aveugle dans des fables improbables. Le grand livre évident de ce qui est, l'équilibre de l'univers et les merveilles de leur propre corps, le pétale de la marguerite, la joue de la pomme, le duvet doré de la fauvette, les mondes du grain de poussière n'étaient plus pour eux que des organisations matérielles et analysables. C'était comme si, sur un livre ouvert, des experts se fussent penchés uniquement pour en analyser l'encre et le papier, ne sachant plus le lire et niant même que les signes dessinés sur ces pages eussent une signification. Il y avait cependant une différence entre les garçons et les filles qui venaient de l'Occident vers Katmandou et leurs pères. Les enfants s'étaient rendus compte que la raison et la logique de leurs parents les conduisaient à vivre et à s'entretuer de façon déraisonnable et illogique.
Il refusait cette absurdité et ces obligations, devinant vaguement qu'il devait exister un autre mode de vie et de mort en accord avec l'ordre de la création. Il cherchait éperdument la porte par laquelle il pourrait s'évader de leurs murailles. Mais les murailles étaient en eux depuis leur naissance. Ils y créaient par la drogue l'illusion d'une ouverture qu'ils franchissaient en rêve dans le pourrissement de leurs esprits et de leurs corps, et ne parvenant qu'à leur ruine. Donc finalement, quel est le sujet de ce livre et quelles sont les questions que ce livre a abordées? J'ai commencé à en parler un petit peu. Ce livre en fait questionne toutes les utopies des gauchistes, toutes les utopies en fait des jeunes hippies de l'époque qui aujourd'hui pourraient être transférés par exemple aux petits jeunes qui suivent la France insoumise ou qui suivent les communistes ou le NPA. Et en fait, ce livre pose la question finalement alors, pose la question de ces utopies gauchistes, mais pose la question aussi du système dans lequel nous vivons en Occident. C'est-à-dire qu'il y a quand même une critique du système dans lequel nous vivons en Occident, et qui me paraît intéressante. Mais la plus grosse critique du livre et la plus grande question que pose le livre, il me semble, c'est qu'on a des jeunes qui, au lieu d'essayer de transformer leur société en partant de la réalité, finalement fuient à Katmandou, fuient dans un endroit qu'ils pensent mieux que là où ils sont et qui finalement en fait est un endroit qui est beaucoup plus misérable, miséreux et où finalement il n'y a pas moyen de faire vivre leurs utopies et donc c'est ça qui est intéressant dans le livre parce que cela questionne la fameuse spiritualité orientale qui n'est finalement pas parfaite elle non plus parce que si effectivement à Katmandou il y a plus de spiritualité que par exemple en France, il y a aussi beaucoup plus de famine, il y a aussi beaucoup plus d'enfants qui meurent, il y a aussi beaucoup plus de problèmes au niveau comment dire, de l'apport quotidien de ce dont ont besoin les êtres humains pour survivre. Donc certes, il y a là-bas un lâcher-prise et une acceptation en fait de ce qu'est la vie et des lois de la vie, mais c'est parce que peut-être aussi ils n'ont pas le choix. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai interprété. Et puis surtout aussi, pour finir, à Katmandou, les gens qui y vivent et qui sont nés là-bas sont très pauvres, mais ils ont accepté en fait la dureté de la vie dans laquelle ils vivent et ils ont accepté de lâcher prise et ils ont accepté le fait que finalement, il y a peut-être des enfants qui vont vivre 1 an, 2 ans, 6 mois, que sais-je, et qui vont mourir et que c'est ça la vie. Alors qu'en Occident, on a peut-être plus conscience du fait que, on peut s'améliorer et que, il n'est pas normal qu'une population meure de faim, il n'est pas normal que des pauvres meurent de faim sur la route, et que peut-être, il faut rationaliser les ressources d'un pays pour pouvoir les distribuer à tous, les partager, alors pas d'une manière égale, puisque on n'est pas dans un système communiste en Occident et que finalement tout n'est pas parfait en Occident. Et c'est peut-être ce que nous dit le livre, c'est que finalement tout n'est pas parfait en Occident, tout est loin d'être parfait en Orient, et que peut-être il faut regarder un petit peu les deux systèmes et s'inspirer un petit peu des deux, et qu'il faut peut-être effectivement que l'Occident retrouve un petit peu de spiritualité, mais il ne serait pas mal non plus finalement que l'Orient ait un peu plus de rationalité parce que ça lui permettrait de ne pas regarder sa population mourir tout simplement. Dès qu'il y a une tempête, dès qu'il y a quelque chose, on le voit à Katmandou, il nous est fait un récit comme ça, où finalement on voit des gens périr tout simplement parce qu'il y a des inondations, des choses qui arrivent très très peu en France. En France ou en Occident en général, il y a aussi des catastrophes naturelles, mais il y a aussi beaucoup de rationalité pour éviter les morts lors de ces catastrophes naturelles. Il y a aussi, je le disais en France, une rationalisation des ressources et un partage de ces ressources. Et encore une fois, si c'est pas parfait, c'est toujours beaucoup mieux que ce qu'on pourrait trouver à Katmandou. Donc voilà, selon moi, c'est la question principale du livre. La question principale du livre, c'est de questionner les utopies de ceux qui veulent vivre une spiritualité ailleurs qu'en Occident par rejet des systèmes occidentaux. Finalement, est-ce que ces gens ont raison ou est-ce que finalement ces gens ont tort et qu'ils se bercent d'illusions ? Ce livre est très intéressant pour ça, c'est un livre que je te conseille. En plus, c'est un livre qui est écrit d'une manière magnifique, il y a des passages très très poétiques, des passages très très beaux. J'aime beaucoup l'écriture de Barjavel, mais c'est vraiment particulier, je trouve, dans ce livre, Les chemins de Katmandou, une très très belle écriture de René Barjavel. Voilà, j'espère que tu as aimé la présentation de ce livre. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau partage livresque. Ciao.